Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Bienvenue donc pour ce point de marché. Nous allons parler des derniers développements macroéconomiques, géopolitiques. Nous allons parler de vos actions préférées. Merci à tous ceux qui m'en ont proposé sur Twitter hier. J'ai dû faire une sélection. Je vous la montrerai tout à l'heure. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je remercie mes partenaires Trade Republic et Citi qui soutiennent cette émission. Comme d'habitude, nous allons lire un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition ici s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle nos rendez-vous, 2 mardis par mois, comme aujourd'hui, le point de marché en live sur Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tous les jours, vous me retrouvez sur Twitter pour des informations et des graphiques et de l'éducatif. Et tous les mercredis, vous recevez ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire tout de suite en allant sur nicolachéron.fr et vous recevrez comme ça tous les mercredis de la recherche complètement gratuite. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, on va faire un focus marché, puis on verra un top flop macroéconomique et ensuite on passera sur les graphiques avec les principaux indices, le pétrole, l'or, le bitcoin, puis une sélection d'actions que j'ai réalisées. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. On passe donc au focus marché. Alors, comme je le disais ce matin, c'est un petit peu particulier, hein. Si on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé ces derniers mois, mis à part là le Nasdaq qui s'est envolé sur les dernières séances, le Bitcoin est au même prix qu'il y a 2 mois, le CAC 40 est au même prix qu'il y a 3 mois, l'or est au même prix qu'il y a 4 mois, le WTI est au même prix qu'il y a 6 mois. Voilà, on ne peut pas dire que les marchés soient dans des tendances fortes. Si ce n'est le Nasdaq, effectivement, qui s'est envolé ces dernières séances, voire ces dernières semaines. Il a pris pas loin de 10%. Les spéculations sur l'intelligence artificielle vont bon train. Les méga caps tirent le marché. Et je pense qu'il y a aussi une sorte de vase communicant. La tech qui est un petit peu un refuge en ces temps troublés avec les négociations sur le plafond de la dette américaine. On a d'ailleurs pu le voir la semaine dernière, hein, l'Europe et le Dow Jones consolident à cause des incertitudes au sujet des négociations sur le plafond de la dette américaine. Pendant ce temps-là, le Nasdaq s'est envolé, boosté par les spéculations sur l'intelligence artificielle et la robotique, Nvidia en tête. Voilà, Nvidia qui a surpris le consensus avec une très forte hausse de son chiffre d'affaires. Ça y est, la hype au sujet de l'intelligence artificielle dont je vous parlais il y a un mois est en train d'avoir lieu, de se réaliser donc sur les valeurs américaines technologiques, notamment sur ce pan bien particulier de l'intelligence artificielle et notamment sur les entreprises qui, dans leur dernière publication trimestrielle, ont rajouté le mot intelligence artificielle à toutes les sauces. Il y a une échéance dans quelques jours, elle est importante. Janet Yellen a repoussé la date limite pour relever le plafond de la dette au 5 juin prochain. Donc dans quelques jours, nous allons voir si ce plafond de la dette est relevé. Alors je vous rappelle, mais je vous le montrerai graphiquement, que le plafond de la dette ne fait que monter depuis des années, qu'il ne peut que continuer de monter. Donc je pense qu'il y aura des négociations, des soubresauts, mais que de toute façon, ce plafond doit être relevé. Les États-Unis, voilà, ne vont pas se mettre en faillite demain, mais les marchés y sont sensibles pour le moment.
De ce fait, on verra si ce plafond est bien relevé, comment, combien de temps, et si cela plaît aux opérateurs. Quelqu'un dans le chat dit les NFT et les cryptos ne font plus rêver, maintenant c'est l'intelligence artificielle et ChatGPT, c'est exactement ça. C'est le concept des hypes. Il y a eu les hypes il y a quelques années sur les valeurs du cannabis, il y a eu la hype sur la blockchain, il y a eu la hype sur les cryptos, et là on est à fond sur la hype de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la hype? La hype, c'est une mode, tout simplement. Alors après, il y a des modes qui s'estompent et il y a des modes qui restent longtemps. Voilà, on se rappelle de la mode, de la hype des valeurs Internet en l'an 2000. Il y a eu une sacrée bulle dessus, ça s'est effondré derrière, mais 15-20 ans plus tard, les plus grosses actions en bourse de la planète sont bien les valeurs technologiques, les valeurs de l'Internet. Donc on peut se dire que certaines valeurs sur lesquelles il y a des spéculations aujourd'hui sur l'intelligence artificielle seront les géants de demain. En tous les cas, dans ces vases communicants et ces flux qu'il y a ces dernières semaines, l'Europe sous-performe nettement. Ça fait maintenant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, fonction des indices, l'IBEX, l'Eurostoxx, le CAC, que l'on fait du surplace. Le compartiment technologique représente une faible proportion dans la composition des indices européens, ce qui explique cette stabilisation. Selon l'outil FedWatch, les fameux Fed Funds, les probabilités d'une hausse de taux en juin sont passées de 24% fin avril à 64% fin mai. En cause, les derniers chiffres de l'inflation aux USA qui sont ressortis supérieurs aux attentes à plus 4,4%, alors que le consensus attendait 4,3% et que nous avions eu un chiffre à 4,2% en mars. Malgré tout, on peut constater que les marchés s'acclimatent à cette ambiance, à cette inflation qui se stabilise relativement élevée et à ces taux aux États-Unis qui pourraient continuer de grimper. Petite parenthèse vers la Turquie, le président Erdogan a été réélu président de la Turquie avec 52% des voix et on peut constater sur le marché des changes que la livre turque atteint un plus bas historique par rapport au dollar et à l'euro. La situation ne s'améliore pas économiquement parlant dans le pays et j'ai de plus en plus l'impression que la dévaluation de la livre turque ça ressemble en tous les cas à ce qui s'était passé en Argentine à l'époque, des dévaluations, la baisse de la monnaie et des fuites des capitaux du pays. Donc voilà, la livre turque qui est une des monnaies les plus baissières qui soit. Je vous le disais au tout début, de nombreux actifs se cherchent, le pétrole WTI notamment se cherche neutre depuis maintenant 6 mois pratiquement, tiraillé entre une macro contrastée et une baisse des stocks de pétrole aux USA, baisse surprise. Donc voilà, le pétrole WTI qui est toujours dans un range et qui fait du surplace. Enfin, le Bitcoin se cherche autour des 28 000 $ depuis 2 mois. Il sous-performe grandement le Nasdaq et ne profite pas du tout du run haussier sur l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, en fait, le Bitcoin a, je pense, profité des spéculations des opérateurs sur la fin de la hausse des taux. Les opérateurs pensant que les taux allaient arrêter de monter, puis se stabiliser, puis par la suite retomber. Peut-être que ces fameux opérateurs vont un peu vite en besogne sur les baisses de taux à venir et qu'ils s'en rendent compte. Il est vrai que les taux n'ont pas fini de monter, donc c'est encore pas demain la veille qu'ils vont arrêter de grimper et encore moins qu'ils vont se mettre à redescendre, surtout avec les niveaux d'inflation élevés que nous avons actuellement. Donc le Bitcoin a arrêté de monter puisque les spéculations sur ces flux des banques centrales se sont calmées et le Bitcoin ne profite pas du tout de la hype sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un simple constat, hein, mais je vois notamment sur LinkedIn
eh bien, de nombreuses personnes qui étaient spécialisées dans la blockchain, dans les cryptos, passer sur l'intelligence artificielle. Alors Zoz dit le Bitcoin a fait plus 85% sur 3 mois, il faut le laisser souffler, c'est vrai. Après, n'oublions pas qu'il a pris 85% après en avoir perdu 80. Hein. Il était passé de plus de 60 000 dollars à 15 000 dollars. Il a rebondi de 15 à 28. C'est un beau rebond technique, mais c'est quand même pas phénoménal. Voilà. On va maintenant passer au top flop. On va regarder des graphiques pour voir ce qu'il en est en termes de flux, en termes de banque centrale, en termes d'inflation. Donc je vous le disais, l'inflation se maintient à un niveau élevé. Quand on regarde les chiffres d'inflation, que ce soit les chiffres de la Réserve fédérale de Cleveland ou de Dallas, que ce soit l'indicateur de la Fed d'Atlanta, de Bloomberg, eh bien on constate que voilà, l'inflation s'était envolée en 2021, elle a effectivement fait un pic fin 2022, mais elle reste à des niveaux élevés. Qui dit inflation élevée dit que le travail de la Fed n'est pas terminé, dit que les taux vont continuer de grimper, ce qui est un environnement un peu particulier, un environnement qui n'est pas du tout bon pour les petites valeurs. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le graphique de droite, alors c'est un graphique à début mai, hein, pas à fin mai. Depuis le Nasdaq, le S&P sont montés un petit peu plus. Les microcaps, donc les toutes petites valeurs aux États-Unis, ont vraiment du mal. Voilà. Les flux ne vont pas vers les petites capitalisations, mais vers les grosses capitalisations. D'ailleurs, on l'avait vu dans l'émission précédente, même à l'intérieur des grosses capitalisations, eh bien, c'est une poignée d'actions qui font monter les indices. Sur le S&P 500, les 10 plus grosses valeurs font 90% de la performance. Donc c'est une performance qui est ultra concentrée vers les grosses valeurs, vers les plus grosses valeurs de la cote, alors que tout le reste est totalement délaissé. Un autre graphique qui montre ce phénomène, c'est ici le poids de Apple et Microsoft dans le S&P 500. Vous pouvez voir que Apple et Microsoft, les deux plus grosses valeurs du S&P 500, représentent près de 14% de l'indice. Sur les 50 dernières années, ça n'était jamais arrivé. On a vraiment une concentration des flux et ça vient notamment peut-être de la gestion passive des ETF. On a de plus en plus de gens qui viennent en bourse mais qui ne font pas du stock picking, qui mettent leur argent sur des ETF, qui font du DCA, qui achètent la bourse à long terme. Et ces flux donc vont vers les plus grosses valeurs, ce qui fait augmenter leur poids dans l'indice. Et on est sur une concentration du poids des plus grosses valeurs qui n'a jamais été vue. Le graphique de droite, c'est un graphique que j'ai emprunté à Tommy Douziek de chez Zone Bourse. C'est un graphique qui montre la performance des small caps par rapport aux big caps. Donc il est vrai que quand on regarde sur les 10 dernières années, on voit que les small caps ici en rouge ont tendance à surperformer. Elles surperformaient bien en 2021, encore en 2022, mais maintenant elles sous-performent depuis le 1er janvier 2022. Vous voyez qu'elles n'ont pas pris le rebond à partir de la fin d'année dernière. Les grosses valeurs ont nettement rebondi et sont sur leur plus haut historique. Les petites valeurs ont été complètement délaissées. Depuis le 1er janvier 2023, on le voit ici en haut à gauche, de ces 4 graphiques, vous voyez que les small caps sont complètement à la peine et qu'il y a pratiquement 15% de performance, de différentiel de performance entre les small et les large caps qui captent l'ensemble des liquidités. Autre graphique qui montre ce phénomène, c'est le ratio entre le Nasdaq et le Russell 2000. On voit que le Nasdaq surperforme grandement le Russell 2000, les petites valeurs, et on est revenu sur les niveaux de la bulle Internet.
au moment de la bulle Internet, eh bien, le Nasdaq surperformait tous les autres indices, le Dow Jones, le S&P 500, le Russell 2000. Eh bien, un petit peu comme en l'an 2000 pendant la bulle de l'Internet, eh bien là, je ne sais pas si on peut appeler ça une bulle, mais en tous les cas, on a un phénomène d'hyperconcentration, de spéculation, de mode qui fait que le Nasdaq est tiré par l'intelligence artificielle et les plus grosses valeurs du Nasdaq sont tirées par cette gestion des flux justement et de l'argent entrant qui va principalement sur les plus grosses capitalisations. En parallèle, quand on regarde le graphique de droite, on voit que on a un nombre d'introductions boursières, un pourcentage d'introductions boursières de sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui est pratiquement sur les mêmes niveaux que la bulle des dot-com qu'on a eue en 1999-2000. C'est une époque bien particulière que nous vivons actuellement. Graphique de gauche ici en top, vous avez la performance moyenne du S&P 500 pendant l'année de préélection. En fait, vous avez les 4 années du cycle présidentiel ici, avec la performance moyenne du S&P en bleu. Vous voyez que lorsque on a un nouveau cycle présidentiel aux États-Unis, la deuxième année n'est généralement pas très bonne, la troisième année est très bonne. On vient d'entamer cette troisième année. Selon la saisonnalité, cette année est une bonne année quand on regarde le cycle présidentiel américain et l'année d'après l'est également. Donc, est-on dans un rebond majeur sous résistance sur des indices comme le Dow Jones et le S&P 500 avant une correction, ou est-on en fait à l'aube d'une nouvelle jambe de hausse? C'est difficile à dire. Dans tous les cas, la saisonnalité, elle est plutôt positive. Le fameux plafond de la dette américaine, c'est le graphique de droite. Vous avez en fait en blanc la dette totale aux États-Unis. Il y a un nombre de zéros impressionnant, c'est normal. Et vous voyez en jaune le plafond de la dette, en fait, qui est remonté tous les ans depuis maintenant 50 ans. Voilà. Donc, en fait, ces dernières semaines, on entend parler d'un défaut potentiel aux États-Unis sur la dette. Et on se demande si le plafond de la dette va être remonté aux États-Unis, mais il ne peut que se passer cela. Le plafond de la dette ne peut qu'augmenter aux États-Unis. Le coût de la dette avec les taux actuels ne fait qu'augmenter. C'est une course infinie vers la création de dettes et l'empilage des dettes, que ce soit au niveau des États et des banques centrales. C'est un système dans lequel nous sommes depuis ces 10 dernières années, en tous les cas par rapport au quantitative easing des banques centrales, et ces 20-30 dernières années quand on regarde les pays développés. Voilà. Graphique de gauche, c'est une superposition du 10 ans américain inversé et du Nasdaq. Généralement, le Nasdaq suit les taux. Et ce qu'il s'est passé depuis 15 jours, c'est que le 10 ans américain remonte, mais le Nasdaq monte aussi. Il y a eu un run haussier qui s'est débloqué ces 15 derniers jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, les opérateurs ont peur par rapport au plafond de la dette, préfèrent se mettre sur les valeurs technologiques que les valeurs du Dow Jones ou du S&P 500. On a Nvidia qui a fait exploser les spéculations sur l'intelligence artificielle. Du coup, on a un différentiel qui s'est mis en place entre le Nasdaq et les taux d'intérêt qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est un graphique qui a été partagé par Valentin Offrand, qui participe souvent à ma newsletter et qui nous fait de très belles notes macroéconomiques, merci à lui. Dans une discussion qu'il avait d'ailleurs avec Alexandre Baradez, un analyste que j'aime beaucoup, qui est chez IG Market. Ni Alexandre Baradez, ni Valentin Offrand, ni moi-même n'avions anticipé, n'avions vu voir cela venir, cette décorrélation très forte entre les taux d'intérêt et les valeurs technologiques. Toujours pour continuer d'alimenter ce que je vous explique depuis tout à l'heure, le graphique de droite en orange, vous avez le S&P 500
Et en bleu, vous avez le pourcentage de titres qui surperforment le S&P 500, qui tirent l'indice. Et en fait, on peut voir que, eh bien, Nvidia est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Quand on regarde en backstage, en fait, on se rend compte que le nombre de valeurs qui surperforment l'indice est de plus en plus faible. On se rend compte que le nombre de valeurs qui évoluent au-dessus des mêmes 50 ou au-dessus des mêmes 200 est de plus en plus faible. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 10 ou 20 valeurs aux États-Unis qui tirent l'ensemble de la cote, mais que sinon le reste stabilise, voire baisse. Donc c'est un environnement de marché qui est très particulier, puisqu'on a des indices qui ne sont tirés que par une petite poignée de dossiers, dans des proportions jamais vues, puisque je vous ai montré tout à l'heure le graphique de Apple et Microsoft, qui représente un poids de pratiquement 14% dans l'indice S&P 500, ce que nous n'avions jamais vu depuis 50 ans. Graphique de gauche, vous avez la capitalisation totale de Nvidia qui approche des 1000 milliards de dollars. Nvidia qui pourrait rentrer dans ce club très fermé, privé, des valeurs supérieures à 1000 milliards de dollars en termes de capitalisation. Et vous noterez cette hausse stratosphérique qui s'est faite en l'espace de quelques mois, puisque fin 2022, la capitalisation du titre était autour des 300 milliards de dollars et qu'elle est 3 fois plus élevée désormais. Donc il y a un aspect flux, il y a un aspect spéculation, il y a un aspect résultats, bien évidemment, résultats qui sont stratosphériques. Et puis il y a un aspect spéculation, mode sur l'intelligence artificielle qui tire le titre à court terme. À droite, vous avez le graphique du Bitcoin contre le dollar, donc BTC USD, qui est sous une résistance, c'est le VWAP. On peut voir que depuis la fin de l'année 2022, depuis la fin de l'année 2021, oui, on a eu 22 qui étaient baissier, baissier, baissier. On a eu un beau rebond qui s'est fait début 2023, mais ça reste un rebond dans une tendance de fond qui reste quand même globalement baissière. Et puis pour finir, un graphique du Purchasing Power Parity qui nous montre que ce dernier augmente en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, qu'il baisse dans les pays développés du G7. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce graphique? Parce que de plus en plus de gens disent qu'il faut investir dans les pays émergents, dans les BRICS, dans la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil ou autres, que l'hégémonie du dollar est terminée. Le seul problème, si vous voulez, c'est que pour l'instant, les indices émergents sous-performent le MSCI World et le S&P 500. Le problème, c'est que les indices chinois sous-performent totalement, même les indices de la tech en Chine sous-performent grandement. Dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, on peut avoir de l'instabilité politique. Dans les BRICS, il y a aussi la Russie, où les investisseurs ont senti passer la douloureuse lorsqu'il y a eu le conflit qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie et qui a fait que de nombreux ETF et de valeurs ont arrêté d'être cotés. Donc voilà, faites attention si vous vous intéressez aux pays émergents. Et puis, il y a l'Inde qui est intéressante et sur laquelle on peut investir via des ETF. Après, on notera globalement quand même sur les dernières années une grosse corrélation entre l'Inde et le MSCI World. Enfin, à droite, c'est le level, donc le niveau de confiance dans le président de la Fed sur les 20-22 dernières années. Donc on a eu Alan Greenspan entre 2000 et 2006, ensuite Ben Bernanke, Janet Yellen, Jérôme Powell. On peut voir qu'il y avait une très forte confiance dans Jérôme Powell en 2020 pendant le Covid, pendant la récession, il fallait intervenir, Jérôme Powell était intervenu. Depuis, en fait, la confiance dans le banquier central et dans l'institution même de la Fed ne fait que baisser parce que l'institution n'a pas vu que l'inflation allait s'envoler. Elle a continué de faire du quantitative easing, elle a arrêté tardivement de faire du quantitative easing, elle a monté ses taux tardivement. Et le fait de mettre comme cela du temps à agir a fait que on a une inflation qui a explosé, qui reste élevée.
Et aujourd'hui, les banquiers centraux anticipent que l'inflation va totalement retomber autour de 2% dans les trimestres à venir. Or, par rapport au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien que l'inflation reste particulièrement élevée. Et puis ça, c'était deux graphiques ou images que je vous avais montré la semaine dernière, dans la dernière émission. Ça montrait à quel point la performance des indices cette année était soutenue par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont on parle dans tous les médias, tous les grands journaux, The Economist, Forbes. Voilà, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, ce nouveau boom qu'il faut suivre et dans lequel il faut investir absolument. Alors, je vais regarder quelques-uns de vos commentaires. Oui, ADQMTV, l'ETF MSCI World est toujours une référence pour investir en DCA en bourse. Sad nous dit, pourriez-vous nous parler de votre portefeuille ETF et notamment la répartition géographique? Alors je vais vous montrer la mise à jour du DCA du compte titre de mon épouse. Matt, donc Trendboard, nous dit à cause du boom de l'intelligence artificielle et du futur boom de la robotique, j'ai du mal à imaginer un scénario baissier. Effectivement, pour l'instant, la macroéconomie se stabilise, les craintes de récession ne pointent pas leur bout de leur nez. Le problème du plafond de la dette, on en a parlé, pourrait être réglé. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu comme les chaises musicales. Tant que la musique bat son plein, eh bien, les opérateurs continuent de danser. Lolo Dark dit, dans ce contexte de potentiel méga bubble, si tu touches 100 cas d'héritage, est-ce que tu mets tout sur le marché de suite en diversification ou est-ce que tu prends le risque de market timer et d'attendre un possible landing en fin d'année? C'est une très bonne question. À cette question est-ce que si je touche de l'argent, je vais tout mettre en bourse ou est-ce que je vais l'espacer? Il y a d'un côté les statistiques, les mathématiques et d'autre côté il y a le psychologique. Les statistiques, les mathématiques disent que le lump sum, le fait de mettre tout de suite la totalité de l'argent et de le faire travailler en bourse est la meilleure option à faire. Me concernant, psychologiquement parlant, je trouve que c'est extrêmement difficile de faire ça. Donc à titre personnel, encore une fois, ceci n'est pas un conseil. Si je touchais de l'argent, je le mettrais sur les marchés progressivement et je prendrais mon temps. Zos dit AMD profite aussi de la hype, plus 57% en 16 jours. Oui, les valeurs technologiques autour des semi-conducteurs, autour de l'intelligence artificielle, autour des data centers, tout ce qui concerne, d'ailleurs je vous avais fait une newsletter sur l'intelligence artificielle avec les différentes sociétés, les différents sous-secteurs qui pouvaient être impactés. Il y a une grosse spéculation sur toutes les valeurs du secteur, donc il n'y a pas que Nvidia, ça tire aussi les autres. Le relèvement du plafond de la dette américaine peut-il profiter au Bitcoin? En fait, si le plafond de la dette est relevé, ça peut engendrer de l'appétit pour le risque sur les marchés, donc ça peut engendrer une hausse du Bitcoin qui est très corrélée au risque. Cyril Clem dit quid de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande? L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont dans les économies développées et si vous regardez l'indice australien, il suit quand même très fortement l'indice S&P 500. Lolo Dark dit, est-ce que ST Microelectronics peut être une valeur intéressante pour investir sur l'IA via PEA? STM est une valeur intéressante pour les semi-conducteurs, pour indirectement investir dans l'IA. C'est effectivement une valeur qui va en PEA et on regardera techniquement ce que cela donne. Greg dit, sur quoi investir pour jouer l'IA, les ETF, le stock picking? Je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet. On vient de voir qu'NVIDIA a triplé en l'espace de quelques mois. On vient de voir là, avec l'image que vous avez sous les yeux, que tous les médias parlent de l'intelligence artificielle.
Je ne sais pas combien de temps va durer cette hype, cette spéculation, mais il y a un effet de mode à court terme. Tout le monde veut investir dans les valeurs de l'intelligence artificielle. Du coup, tout part dans tous les sens à la hausse, extrêmement vite, extrêmement fort. Si on n'a pas pris de position en amont de cela, si on n'a pas payé de valeur technologique, si on achète là maintenant Nvidia qui vient d'exploser les compteurs, eh bien c'est à vos risques et périls. On va maintenant passer à la partie analyse graphique. On va regarder ensemble le CAC 40, le Nasdaq, l'or, le pétrole, le Bitcoin, puis une sélection de valeurs. Je vous montre cette sélection de valeurs maintenant. On commence avec les big caps, avec le luxe, avec Vivendi, sur laquelle il y a eu des sorties importantes puisqu'il y a une baisse des spéculations par rapport à Bolloré. On va voir Téléperformance qui est toujours sous pression. On va voir Stellantis qui est pile poil sur support. On va voir plusieurs valeurs qui sont sur le fil avec des supports à tenir absolument. On va voir des small caps qui surperforment ou qui attaquent des résistances, ainsi que quelques valeurs étrangères. Avant de passer à cette rubrique analyse graphique, voici la mise à jour du plan d'investissement programmé Trade Republic de mon épouse, Jacqueline DCA, de son petit nom, avec du MSCI World, de l'argent, de l'or, 25% de métaux, du Bitcoin et de l'Ethereum, 15% de crypto, donc 15% de crypto et 25% de métaux, ça fait 40%. Et ensuite, sur 60%, c'est le marché action. La moitié, c'est du MSCI World pour suivre la moyenne, parce qu'en bourse, en fait, la moyenne est déjà un très bon score. Et ensuite, vous pouvez voir deux valeurs différentes, Essilor Luxottica et Glaukos, tout simplement parce que mon épouse est ophtalmologue et que même si je lui ai dit que l'on ne faisait pas de DCA sur les actions, afin de ne pas avoir de problème, je la laisse faire ce qu'elle a envie, car vous aurez peut-être écouté mes interviews récentes, elle l'a fait en tous les cas, il faut faire des investissements qui vous ressemblent, des investissements avec lesquels vous êtes à l'aise, que ce soit des cryptos, des métaux, des actions, des ETF. Il faut que les investissements que vous faites vous mettent bien, ne vous stressent pas, et que ce soit fait sur des actifs où si on perd 10, 15, 20, 30%, plutôt que de vous dire « Ah là là, la bourse s'abaisse, il faut que je quitte les marchés », eh bien c'est plutôt de vous dire ce sont les promos, je vais pouvoir acheter moins cher. Cyril Clem dit même pas un petit ETF IMO. En fait, je vois pas l'intérêt de faire de l'immobilier en bourse. Si je veux faire de l'immobilier, je fais de l'immobilier, mais j'ai pas de partie immobilière dans mon investissement boursier. ADQMTV, ce sont des placements qui réinvestissent comme Amundi. Ce sont des placements, comme vous pouvez le voir ici sur le MSCI World, qui sont accumulatifs. Donc ça veut dire que les dividendes sont réintégrés à la performance et qu'on laisse jouer les intérêts composés de long terme pour voir le capital grimper dans le temps. On va maintenant passer aux indices. On va commencer par la star des marchés, le Nasdaq 100. Voilà. Donc le Nasdaq 100, indice sur lequel je me suis fait exploser. Voilà. Le Nasdaq 100, je l'avais shorté en février, il avait fait une correction vers MM200. Quand il est retourné ici à 13 200, j'étais vendeur, je ne pensais pas qu'il passerait. Il est passé, il m'a stoppé. La semaine dernière, quand le CAC 40 a commencé à plier, je me suis dit que j'allais repasser baissier sur les indices. Et plutôt que de prendre le CAC, j'ai pris le Nasdaq 100. Mauvais choix, le Nasdaq a explosé, Nvidia a explosé, mes stops ont explosé et donc j'ai eu tout faux sur cette stratégie. Parfois, il faut savoir prendre ses pertes, revoir son scénario, se dire qu'on a eu tort
Il y a une hype qui se met en place, les valeurs tech explosent, elles font leur rattrapage, c'est comme ça, je suis passé à côté, on prend la perte et on passe à autre chose. Concernant le CAC 40 et l'Europe, depuis un mois et demi, je vous explique qu'on est dans un marché topiche, un marché qui n'arrive plus vraiment à monter. Voilà, on était à 7400 en février, on est à 7300 actuellement. En fait, on n'a pas bougé depuis 3 mois. Certes, la crise des bancaires qui nous avait fait baisser à 6800 points a été vite digérée, mais ensuite le marché atteint une sorte de plafond de verre, non loin de ce qu'on pourrait caractériser comme de l'euphorie. N'oublions pas quand même qu'en octobre dernier, tout le monde était négatif et que le CAC était à 5600 points et qu'au final, il a pris 35%, soit 2000 points en l'espace de 7 mois. Voilà. Donc on est passé d'une fin du monde au troisième trimestre 2022 à tout va bien dans le meilleur des mondes, l'intelligence artificielle et la robotique vont nous sauver. Voilà, pour moi, il faut savoir prudence garder. Le CAC 40 a gagné 35% en quelques mois. Il y a eu beaucoup d'anticipation sur des baisses de taux à venir, baisses de taux qui ne devraient pas se réaliser avant un certain temps puisque l'inflation reste élevée. Et on attend de voir si les résultats des entreprises vont réussir à se tenir malgré une macroéconomie qui se dégrade en backstage. Donc le CAC 40 est toujours dans un marché correctif. Regardons les autres principaux actifs. Le pétrole, il est complètement neutre depuis 6 mois. Voilà, il n'a pas bougé. Lorsqu'il s'approche des 64-65 dollars, on a des acheteurs. Lorsqu'il remonte vers 80 dollars, on a des vendeurs. Certains font du ping-pong entre ces bornes. Mais voilà, pour ceux qui pensaient que le pétrole allait repartir à la hausse, casser MM200, redevenir haussier, retourner au-dessus des 100 dollars, pour l'instant, ce n'est pas le chemin qu'a pris le marché. Concernant l'or et l'argent, ça consolide. On a eu un test des plus hauts historiques de l'or début mai 2023. Ça n'est pas passé. On a consolidé depuis. Les opérateurs se sont plutôt rués à l'achat sur des actions et les valeurs technologiques, mais on peut voir que l'or reste complètement haussier à long terme, à moyen terme, plutôt soutenu. Et en fait, me concernant, en tous les cas, l'or et l'argent sont des actifs que j'achète un petit peu tous les ans depuis des années. Les banques centrales n'ont jamais acheté autant d'or que ces derniers trimestres et j'aime bien faire comme les banques centrales. Donc on a vu le Nasdaq a explosé, le CAC 40 qui ne fait rien, le pétrole qui ne fait rien, l'or qui consolide sa hausse récente. On peut regarder le Bitcoin. Et le Bitcoin, il ne fait pas grand-chose. Voilà, il y a eu un fort rebond qui s'est fait en 2 temps. Et depuis, on consolide depuis 2-3 mois. On voit que le Bitcoin a trouvé un double support à 25 800. Tant qu'on est au-dessus de 25-26 000, en fait, on est dans une dynamique haussière sur les derniers mois écoulés. On voit que le Bitcoin est bloqué par une oblique baissière qui passe par les récents sommets. Si cette oblique baissière dans la zone des 28 500 casse, on peut retourner vers les plus hauts à 30 000 et plus. Si on casse les 25 000, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc pour l'instant, c'est neutre, c'est soutenu. Pardon. On tient les supports et on attend de voir si cette oblique à 28 500 dollars va être dépassée ou non. On va maintenant regarder donc la liste des actions du jour. Je vous la remontre rapidement. Les grosses capitalisations, les valeurs sur le fil, les small et les mid cap, les valeurs étrangères. Quel est le but de cette visualisation des différents graphiques des petites moyennes valeurs étrangères? Le but, c'est de faire du cadrage. Le but, c'est de l'habitude de regarder des valeurs sur 3 mois, mais aussi sur 3 ans et parfois sur 30 ans,
Le but, c'est de définir des supports et des résistances, des supports sous lesquels il faudra peut-être alléger les positions, des résistances au-dessus desquelles on pourra rentrer sur certains titres, voire renforcer des positions à l'achat. Le but, c'est de se rendre compte que d'acheter des couteaux qui tombent et des valeurs baissières ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux se focaliser sur des valeurs qui sont haussières, sur lesquelles il y a des flux entrants, des volumes et des cassures de résistance, afin d'optimiser ses performances. Parmi ceux qui nous écoutent, il y a des investisseurs qui font du dollar cost average, du DCA, qui, comme ma femme, ne regardent pas les marchés, ne regardent pas d'émissions et achètent régulièrement de l'or, de l'argent, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Nasdaq 100, du MSCI World et des actions qu'ils aiment bien. Pas de market timing, on achète, on se constitue un patrimoine. Pour ceux qui veulent faire du stock picking, pour ceux qui veulent faire du swing trading, qui veulent être un peu plus dynamiques dans leur gestion, qui veulent essayer de battre les indices, de battre les géants et de faire partie de ce petit groupe d'irréductibles traders qui surperforment le marché, et bien voilà, il faut, je le répète, essayer d'aller sur des actifs qui montent, qui sont aussi à court, moyen et long terme, des valeurs qui cassent des résistances, sur lesquelles il y a du volume, sur lesquelles il y a des sorties de figures chartistes par le haut et non pas l'inverse. Donc, regardons tout cela. On commence par LVMH. Donc LVMH, petit canal haussier, alors c'est une boutade, hein, c'est un canal haussier long terme qui dure depuis 6 ans, donc ce n'est pas un petit canal, c'est un gros canal haussier de long terme que j'emprunte à un ami que je salue, Tino, sur Twitter. Tino qui fait des très bons cadrage ici d'LVMH à très long terme, qui est effectivement une valeur magnifique du marché français, une des plus belles capitalisations d'Europe, qui est dans un marché haussier manifeste et cela ne date pas d'hier. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que la valeur évolue dans un canal haussier à forte pente et que à chaque fois qu'elle a atteint la borne haute, eh bien, des corrections ont suivi. Voilà. C'est un simple constat. La valeur est haussière à très long terme. Simplement, quand elle arrive sur son haut de canal, eh bien, il lui arrive de latéraliser, voire de corriger, puis de repartir. Donc, au cours actuel, est-ce qu'il est intéressant d'acheter du LVMH parce qu'il y a un potentiel haussier très fort? Pas vraiment. Voilà, le potentiel haussier apparaît relativement restreint, puisque si elle monte sur le haut de son canal, elle a 10% à prendre. Par contre, si elle latéralise ou qu'elle consolide, tout en restant haussière de très long terme, elle peut très bien venir vers sa MM200 et les 750 €, les anciens plus hauts de fin 2021. Ça ferait 13% de baisse. Tout en restant haussière à très long terme, elle peut très bien latéraliser un certain temps, puis revenir à 700 € avant de continuer sa course en 2024. Mais revenir à 700 €, ça veut dire baisser de 20%. Donc en fait, vous avez un potentiel haussier de 10% et un potentiel baissier de 20%, tout en restant haussier à très très long terme. Donc à mon sens, le ratio risque-gain d'acheter du luxe dans les zones de prix actuelles n'est absolument pas attractif. C'est pour cela qu'il y a 2 semaines, j'ai publié tous les graphiques de toutes les actions du luxe en disant que tout était sous résistance, que tout pouvait consolider. Consolidation qui a démarré la semaine dernière, maintenant on latéralise un petit peu, et consolidation qui pourrait durer, latéralisation ou consolidation qui pourrait durer un certain temps. Il y a un moment donné, si vous voulez, il faut un petit peu retomber les pieds sur terre. LVMH a gagné 56% en l'espace d'un an. 56% pour la top capitalisation d'Europe. Alors, je veux bien que les chiffres soient bons, je veux bien que la Chine ait redémarré, je veux bien que l'entreprise dégage des bénéfices extrêmement bons. Mais voilà, 56% en un an. Ensuite, Pernod Ricard. Ici aussi, on est sur une action haussière à très long terme. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Un dossier de qualité. Simplement, il y a des vitesses d'appréciation que le titre respecte entre 2008
Et 2020, vous voyez qu'il y a une oblique qui passe par tous les plus bas et qui nous montre la dynamique haussière et le rythme aussi habituel du titre. D'un simple coup d'œil, on peut voir que depuis le Covid, en fait, on est reparti très vite, très fort, peut-être trop fort. Et on peut voir qu'une grosse résistance s'est matérialisée sur le titre autour des 215-220. C'est un niveau qu'on avait atteint fin 2021, début 2022, et c'est un niveau sous lequel on a buté ces dernières semaines. Donc au cours actuel, le ratio risque-gain d'acheter Pernod Ricard n'est pas bon. On est 5% sous résistance, on est à 6% du premier gros support et de la MM200. Et donc voilà, le timing en tous les cas ne se prête pas à l'achat au cours actuel. Ça pourrait s'y prêter si on revenait à 195. Ça pourrait s'y prêter à moyen long terme si on revenait autour de 180 euros. Mais au cours actuel, en fait, on a eu un run haussier de 20%, un échec sous résistance majeure. Donc à court terme, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que le titre plafonne et on voit que les vendeurs commencent à appuyer sur le titre. Donc voilà. Certains garderont pour les dividendes, d'autres décideront peut-être de couper la position pour revenir plus tard. En tous les cas, si la question est faut-il acheter du Pernod Ricard là à 5% sous résistance, à vous d'y répondre bien évidemment pas à moi, mais je trouve que le timing ne s'y prête guère. Vivendi. Vivendi s'est fait taper dessus. Elle était bloquée dans un triangle et elle s'en est échappée par le bas avec des volumes historiques, puisqu'on a eu des ventes réalisées par Bolloré, dont certains pensaient qu'il réaliserait une OPA sur Vivendi. Ici, l'analyse graphique nous a donné des informations. On avait un triple échec sous les 10 euros, on avait une cassure de triangle par le bas. Lorsque les news sont sorties, en fait, l'analyse graphique avait déjà donné des signaux baissiers. Il y a une première zone de soutien qui apparaît à 8,25, soit 3% sous les cours actuels. Mais sinon, la grosse zone d'accumulation pour Vivendi à long terme, elle est ici, autour des 8 euros. Donc pas grand-chose à faire sur le titre pour l'instant. C'est baissier à moyen long terme. La MM200 est baissière faiblement. Les cours sont sous MM200, donc pas d'intérêt sur ce titre. Ensuite, Téléperformance. J'ai jamais voulu taper sur une action plutôt qu'une autre. J'ai jamais voulu taper sur Téléperformance particulièrement. La seule chose qui m'embête, c'est quand je vois tout le monde acheter une valeur qui est en pleine chute. Ça a été le cas quand il y a eu Solution 30 en 2021. Solution 30 sur lesquelles, valeurs sur lesquelles il y avait des spéculations concernant la validation des comptes, Moody Water qui était au tournant, qui tapait sur le titre. Et je voyais plein de gens en acheter dans l'espoir que ça remonte à long terme, et puis c'était baissier, puis on échouait sous MM200, et puis les gens continuaient d'acheter et de se faire déglinguer. Il y a eu Orpea aussi, Orpea où bien évidemment il y a eu un scandale, puis des baisses progressives pour se retrouver à 2 euros alors qu'elle était à 100 euros, donc 98% de perte. Je ne suis pas en train de vous dire que Téléperformance va chuter aussi fort que Orpea ou que Solution 30. Je suis juste en train de vous dire que parfois sur Twitter, si je suis un peu dur et si je dis aux gens mais pourquoi vous achetez Téléperformance alors que c'est complètement baissier, qu'elle est baissière, qu'elle est délaissée, qu'il n'y a aucun signal haussier, c'est pas pour rentrer dans les guéguerres d'ego twitteriennes du je suis le plus beau, je vais choper le point bas, j'ai raison, nanani nanana. Moi, je m'en fous. Simplement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que quand Téléperformance s'est cassé la figure sur son mini-scandale en novembre 2022, bah, je disais voilà,
On n'achète pas un couteau qui tombe. Derrière, la valeur rebondit. Je dis voilà, si vous avez acheté le couteau qui tombe que vous avez joué, bah, on arrive sous MM200, on arrive sous une résistance horizontale. Il faudrait peut-être sortir. J'en ai parlé à 270. J'ai parlé de la reprise de la baisse à 240. J'ai parlé de l'accélération de la baisse à 210. Le jour où j'ai publié à 170 € en disant qu'elle était baissière, qu'elle était délaissée, qu'il n'y avait aucun signal, je me suis pris une pluie de commentaires sur Twitter. Il y a même un mec qui a fait une vidéo pour dire que j'étais pas gentil parce que j'avais critiqué le fait qu'il achetait la valeur. Voilà. Alors oui, le PDG, il a acheté des actions. Bon, il en a revendu là. Soi-disant parce que des trucs fiscaux, etc. Beaucoup de gens disent la valeur est moins chère, c'est une bonne opportunité long terme à ce prix-là. En fait, tous ces raisonnements-là, je trouve que c'est des dangers. Voilà. La valeur, elle est baissière à court terme, elle est baissière à moyen terme, elle n'est plus haussière à long terme, elle est délaissée. Elle est en danger à cause du développement de l'intelligence artificielle, puisque c'est tout l'inverse de ce que fait Téléperformance avec ses centres. C'est pas parce que l'équipe dirigeante ou le PDG achète des actions qu'il a raison. Je peux vous donner un nombre d'actions sur lesquelles les PDG ont acheté et se sont fait découper qui est absolument énorme. Donc moi je voudrais juste dire que ça ne vous coûterait rien d'attendre que Téléperformance donne un signal. Voilà. Elle était sous résistance sous 225, elle a une résistance à 190, elle a une résistance à 163. 163, c'était les plus bas de fin 2022, ils ont été cassés là à la mi-2023. Tant que Téléperformance est sous les 163 €, elle est baissière, elle est moche, elle est dégradée et elle peut continuer de baisser. Je ne chercherai pas à savoir si elle va s'arrêter là, si elle va aller à 140 ou si elle va aller à 120. La seule chose que je dis, c'est vous aimez Téléperformance, vous avez analysé le dossier, vous voulez en avoir pour du long terme, ça ne vous coûte pas grand-chose d'attendre que le titre se retourne, qu'il y ait des volumes acheteurs, qu'il y ait des bonnes annonces, qu'il y ait des cassures de résistance. Si tel est le cas, vous aurez largement le temps de rentrer sur le dossier. Mais en l'absence de ces signaux, vous n'y perdrez pas votre temps. Vous n'allez pas acheter une valeur baissière et souffrir dessus. Voilà. Donc, c'est pas une valeur qui est à la mode, c'est une valeur qui est baissière. Tout le monde en achète ces dernières semaines. Moi, je ne fais qu'un constat, c'est que c'est un couteau qui tombe. Beaucoup de gens me sont tombés dessus parce que je l'avais dit et répété. J'arrêterai d'en parler. La seule chose que je vous dis, c'est il n'y a rien qui presse. Si elle doit monter, elle montera. Et si elle monte, vous pourrez en acheter sur des signaux haussiers. Tant qu'elle ne donne pas de signaux haussiers, vous êtes en train d'acheter un couteau qui tombe. Voilà. Ensuite, on continue avec Ipsen. Ipsen qui fait un petit peu sa vie depuis 2 ans, 3 ans, depuis le Covid, là dans un canal haussier à faible pente. Elle est assez erratique. Vous pouvez voir donc la borne haute de ce canal qui a été testée ici, là et là, à 3 reprises. Et la borne basse qui a été aussi testée à 1 reprise, 2 reprises, 3 reprises. Voilà, c'est un titre lent, on m'a demandé d'y jeter un coup d'œil. Je vois que la zone des 95-100 € a été très défendue ces derniers mois. La MM200 est à 104, le bas du canal est vers 100 €. Voilà. Pour celui qui a du Ipsen à moyen long terme, il ne faut pas qu'elle passe sous les 96 €, il ne faut pas qu'elle casse ce canal haussier. Pour quelqu'un qui voudrait acheter du Ipsen, eh bien, un retour entre 100 et 105 permettrait de revenir sur des supports et d'en avoir à meilleur prix. Ensuite, on va regarder les valeurs qui sont sur le fil du rasoir. Et là, en fait, il y a 2 choses à dire sur ce type de valeur. D'une part, d'identifier les supports qu'il ne faut absolument pas casser, auquel cas ça deviendrait vraiment moche. À court terme, c'est déjà pas beau, mais si on casse les supports, ça devient vraiment moche. Si ça devient vraiment moche, moi, je préfère sortir.
Et pour ceux qui n'en ont pas, mais qui souhaiteraient en acheter, eh bien, c'est peut-être ici aussi, comme sur Téléperformance, d'attendre des signaux haussiers. Si le marché ne veut pas du dossier à court terme pour X ou Y raison, vous n'aurez pas raison, c'est le marché qui aura raison. GTT, elle est baissière depuis 6 mois, 9 mois. Elle est sous MM200. Elle fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Elle est délaissée. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'acheter GTT. Si GTT passe sous les 88 euros, ça devient très moche. Peut-être qu'il faudrait mettre un stop sur votre position s'il n'y en a pas. Et pour ceux qui aimeraient en acheter, qui attendent des signaux haussiers, bah regardez, ça fait maintenant 2-3 mois qu'elle latéralise sous les 100 euros. Une cassure des 100 euros serait un premier signe de force. Une cassure des 105 euros et de la MM200 serait un second signe de force. Donc peut-être que plutôt que d'acheter et de croiser fort les doigts, il convient dans ce genre de situation d'attendre que le marché nous donne des signaux forts. Stellantis, j'en avais déjà parlé le mois dernier, c'est un petit peu comme STM sur le fil du rasoir. Voilà, Stellantis est revenu travailler sa MM200. On voit que les cours en fait sur les 2 dernières années sont globalement neutres et tournent autour des 15 euros. Ça ne veut pas passer à 19, les opérateurs sont à l'achat à 12-13, à 15 euros, on est au milieu. On est au milieu du gué, et pour ceux qui espèrent que la tendance haussière prenne le dessus, eh bien il faut décoller de la zone actuelle. On s'accroche à MM200, il ne faut absolument pas casser les 14 euros, 14,20 euros. Si on passe dessous, c'est que la dynamique baissière devient baissière, c'est qu'on casse MM200, c'est qu'elle n'est plus là en tant que support, et c'est qu'il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. D'ailleurs, on parlait de STM tout à l'heure. STM, c'est un peu la même situation. STM était revenu sur un support clé, la zone des 38, la MM200. On a testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pour l'instant, ça tient bien, car les semi-conducteurs profitent de la hype sur l'intelligence artificielle et des spéculations sur l'intelligence artificielle. Donc, STM rebondit un peu plus fort que Stellantis, mais elle n'en demeure pas loin d'un pivot qu'il ne faut absolument pas casser. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vous intéresser aux semi-conducteurs, donc vous aurez bientôt une newsletter sur les semi-conducteurs. Ensuite, on peut regarder Worldline. Worldline qui est sur le fil du rasoir. Il faut dire que elle, ça fait plusieurs trimestres qu'elle est baissière, plus d'un an maintenant. Worldline avait cassé sa MM200 en août 2021. Depuis, elle était dans un trend de baissier fort. Elle est passée de baissière à neutre. Elle a vivoté au-dessus des MM200 sans jamais réussir à s'installer au-dessus. Vous voyez que globalement, les plus hauts quand même à moyen terme sur l'année écoulée restent de plus en plus bas et qu'elle se cherche. Ici, elle a essayé de passer MM200, elle n'a pas réussi. Ici, elle a essayé de passer MM200, elle n'a pas réussi. Ici encore, elle a testé MM200, elle n'a pas réussi. Attention, car si on continue de bloquer sous des résistances et qu'on revient une énième fois sur les 36 euros, mais que cette fois on les casse, c'est qu'il y a un risque d'aller plus bas, de retrouver les plus bas de 2022 et d'aller en direction des 30 euros. Ce n'est pas parce qu'un titre a perdu plus de 50% en l'espace d'un an et demi qu'il va repartir à la hausse. Un titre qui a perdu 50%, c'est que fondamentalement les opérateurs n'en veulent pas et c'est pas parce qu'on a baissé de 50% qu'on ne va pas rebaisser de 20% derrière. Capgemini, on est sur le fil du rasoir aussi. Elle est dans un range depuis plusieurs mois, depuis un an même. Capgemini fait du ping-pong entre les 153 et les 190. Et on est actuellement sur les 153. Voilà, donc c'est marche ou crève, si je puis dire. On est sur le fil du rasoir, faut surtout pas le casser parce que, étant donné qu'on vient de passer un an dans ce range, si on casse par le bas, c'est que les baissiers prennent la main et que on peut aller beaucoup plus bas par la suite. Vous noterez que la MM200 est baissière, que les cours y ont échoué à 2 reprises récemment, un peu comme sur Worldline. On a tenté de rebondir, on se tape la tête. On a tenté de rebondir, on se tape la tête. Maintenant, on repart vers les supports. Si maintenant les supports ne tiennent plus, eh bien, la baisse pourrait continuer, s'intensifier. Et concernant Michelin, même chose. C'est neutre depuis plus d'un an. La MM200, elle est neutre aussi.
On a tenu MM200 quand on l'a testé ici en mars, quand on l'a testé ici en mai. Il faut absolument tenir cette zone de soutien. Si on tient cette zone de soutien et qu'on repart, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on casse cette zone horizontale, peut-être qu'il vaudrait mieux prendre sa perte ou son gain, sait-on jamais, pour ceux qui en ont acheté pas cher, et passer à autre chose. On va passer maintenant au small et mid cap. J'ai quelqu'un qui me demande de regarder des Richebourg. Des Richebourg, la voici. Elle était baissière et dans un run haussier jusque début 2022. Depuis, elle a cassé MM200 qui a fait résistance en mai 2022, il y a un an. Elle a tenté de passer MM200 en début d'année 2023, mais elle n'a pas réussi. Elle est dessous. Elle a encore échoué à son dépassement récemment. Pour l'instant, des Richebourg est baissière. Elle est sous MM200. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Voilà. Allez, je continue avec la liste que j'avais préparée puisque je ne peux pas prendre toutes vos questions à la volée. On passe sur les small et les mid cap. Aramis Group a été introduite en 2021. Ça a été un carnage dessus. Elle a perdu 90%. Après cette baisse de 90%, il y a eu des acheteurs qui se sont présentés ici. On voit en avril, mars-avril 2023, des gros volumes. Aramis a publié ses résultats le 25 mai dernier et les résultats étaient corrects, c'est-à-dire que la société était repassée sur un EBITDA positif à court terme, 7% de croissance me semble-t-il, mais voilà, c'est un problème de rentabilité sur cette société. Ça reste pour l'instant un rebond technique dans une tendance qui est extrêmement baissière. Après, le bon côté des choses, c'est cette cassure des MM200 qu'on a eu début mai. J'aime bien aussi ici, le 24 mai, on revient vers MM200, puis grâce à la publication, on s'éjecte à la hausse. Donc il y a eu une sorte de bear trap avant une explosion des cours. Après voilà, la valeur vient de prendre 30% en l'espace de 4 séances et elle attaque un gros morceau. Vous voyez qu'ici à 5,50, il y a les plus hauts de septembre 2022. On les a cassés ce matin, on a fait une mèche haute sous les 6 euros et la pression acheteuse retombe. Donc attention, elle était baissière long terme, elle est au mieux neutre désormais. La zone ici des 5,50, 6 euros, elle a été bien testée en mai dernier, il y a un an. Et donc en fait, on est passé d'un état de survente à un état de cours sous résistance. Voilà. Donc n'oubliez pas de prendre des gains, n'oubliez pas de remonter vos stops si vous faites de la spéculation sur les small et les mid cap. Si vous voyez que ça échoue, que ça ne passe pas, c'est que ça peut retomber, c'est qu'il vaut peut-être mieux prendre des gains. Je pense qu'il y a eu pas mal d'euphorie, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en parler. Sur le papier, la cassure de ce matin était belle, mais on est en train intégralement de la retracer. Si on clôture à 5,50 ce soir, en fait, on a une mèche haute sur une zone de résistance et c'est pas beau. Concernant la suite, Ubisoft, elle est baissière à long terme. Elle est baissière sous MM200, mais on peut voir qu'elle approche de sa MM200, donc c'est un petit peu c'est le moment. C'est là où on va voir si les acheteurs réussissent à prendre le dessus, à casser la MM200, puis à aller challenger le niveau des 28 euros, 28,50 €. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous allez sur mon site nicolaschéron.fr, dans les dernières lettres, vous verrez donc un papier sur la volatilité, un papier sur les ETF et ce papier sur Ubisoft. Voilà. Gros papier sur Ubisoft qui a été rédigé par Quentin Dion, qui est un investisseur qui aime bien l'analyse fondamentale. Grosse analyse de moyen long terme sur le fait que peut-être Ubisoft a connu une période baissière très puissante et qu'on a peut-être atteint un paroxysme du pessimisme. Donc voilà, on voit bien que suite à la dernière publication d'une perte du groupe,
La valeur a ouvert en nette baisse, elle a pratiquement clôturé positive et depuis les acheteurs ramassent le titre. Donc non, ce n'est pas une valeur en trend following, non, elle n'est pas haussière à long terme, non, on ne peut pas dire que ce soit un dossier d'une très grande qualité, mais c'est un dossier qui a peut-être vécu un paroxysme du pessimisme. Et on peut voir que même les mauvaises nouvelles, comme l'annonce d'une perte il y a quelques semaines, a été absorbée par le flux acheteur. On verra maintenant si Ubisoft arrive à casser les 27 € et la MM200, puis les 28,50 €. Si tel était le cas, ça veut dire qu'à moyen terme, on a bel et bien atteint un paroxysme du pessimisme. Ensuite, Ruby. Ruby, elle était baissière. Ça fait 3 ans qu'elle baisse, 3-4 ans. Et maintenant, elle est neutre. Voilà. On est passé d'une dynamique baissière à une dynamique neutre. Point positif, les cours sont revenus tester la MM200 qui est passée de baissière à neutre. C'est pour ça que la dynamique de moyen long terme est neutre. Et on peut voir une très belle zone de résistance à 26,50 €, testée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ici, le mode opératoire est extrêmement simple, c'est la patience. Si on casse les 26,50 €, 27 €, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit des opérateurs, c'est que la tendance passe haussière à court moyen terme, c'est que la MM200 pourrait se mettre à grimper progressivement et que le titre est sorti de l'ornière. Tant qu'on est sous résistance, c'est une latéralisation. Souvenez-vous de Worldline. On peut latéraliser avant de continuer de baisser. Vous voyez ici, on baisse, puis on latéralise, puis ça continue de baisser. Une latéralisation ne veut pas dire qu'il va y avoir retournement. Une latéralisation dit qu'il y a du moins pire et qu'on va attendre de voir si les résistances cassent. Si et seulement si la résistance casse, c'est positif, on peut acheter. Tant qu'on est dessous, c'est une perte de temps. Katana Group. Katana, j'avais publié plusieurs fois des graphiques lorsqu'elle était sur les 6,60 €, 70 €. J'avais publié début avril pour dire qu'on avait un double creux. J'ai publié ensuite fin avril pour dire qu'on avait un triple creux, presque un quadruple creux. Voilà, il était intéressant de voir que la valeur se calait au-dessus des MM200. MM200 qui est neutre, hein, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une dynamique haussière très forte. Tous ceux qui ont acheté dans cette zone de prix-là espèrent que les 7,70 € vont sauter. On a une résistance à très 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 court terme sur les derniers jours à 7,60 et on a une résistance juste au-dessus à 7,70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui en ont en portefeuille, on surveille, on remonte les stops de protection pour se prémunir d'un échec sous ces zones de double résistance et d'un retour vers le bas. Pour ceux qui n'en ont pas, ou même pour ceux qui en ont et qui voudraient renforcer, on surveille, on se met des alertes, que ce soit sur Pro All Time ou autre, et on attend de voir si les acheteurs prennent la main et cassent ces résistances-là, auquel cas la hausse pourrait perdurer. Comprenez bien qu'on ne sait jamais si le marché va continuer de monter ou va retomber. Par contre, nous avons des outils à notre disposition pour pouvoir prendre des gains si ça échoue, en ayant des stops de protection remontés, ou en prenant position sur cassure de résistance, soit un signal donné par le marché. Ensuite, Calray. Calray, ça spécule. Ici, je pense que les spéculations sur les valeurs technologiques n'y sont pas. Ils sont pour quelque chose. On a une potentielle théorie du phénix sur un Calray, c'est-à-dire qu'on a un titre qui a baissé pendant 2 ans, qui était sous MM200, qui est en train de se stabiliser. La théorie du phénix, c'est une valeur qui baisse pendant longtemps, qui se stabilise à plat et qui sort d'une stabilisation à plat par le haut. On n'y est pas. Ici aussi, on est neutre, un peu comme je vous l'ai dit sur Ruby qui est sous résistance ou Katana qui est sous résistance. Bien, Calray, c'est la même chose. Oui, elle a tenu la zone des 15 € qui correspond 13-15 € à ses plus bas de 2019-2020, enfin plutôt 2020. Oui, elle a cassé MM200. Oui, il y a un retour des volumes ces dernières séances.
Regardez ici les volumes acheteurs qui sont de retour. Donc on est passé d'une valeur baissière délaissée à une valeur un peu plus neutre et un peu plus soutenue. Mais comprenez bien qu'on ne passe pas de baissier délaissé à star haussière et belle et dans une dynamique haussière de moyen terme. Il y a un état entre les deux, c'est la neutralisation. La valeur Calren nous a montré qu'elle en avait marre de baisser, les acheteurs qu'ils étaient présents autour des 16-18 euros. On approche maintenant d'une zone de résistance. Vous voyez ici les mèches hautes du 14 novembre dernier et du 26 janvier dernier. Elles sont autour de 22,10 euros. Pour que la valeur passe de neutre à haussière, il faut casser les 22,10 euros et il faudra casser dans la foulée les 24 euros, 24,50 euros. Il faut casser des résistances. Donc ici et là, ce sont les zones à casser pour qu'elles passent de neutre à haussière. Il y a toujours voilà, la baisse, la stabilisation, soit on part de la stabilisation de nouveau vers le bas, soit on donne des signaux. Nous, ce qui nous intéresse quand on ouvre des graphiques et quand on regarde des valeurs, c'est de voir une valeur stabilisée à plat, puis sortir par le haut de sa stabilisation. Là, au moment où je vous parle, il est trop tôt pour faire des plans sur la comète. Elle a contrecarré les plans des baissiers, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est tirée d'affaire. Ensuite, Visiomed. Visiomed, je vous fais pas un dessin, ça fait 10 ans que c'est une petite valeur, mal gérée, qui a fait toutes sortes d'activités, qui a plumé pas mal de particuliers, sur laquelle il y a eu beaucoup de spéculations pendant le Covid, parce que soi-disant elle allait se réinventer, jusqu'à mi-2022, Visiomed c'était une bouse extrêmement baissière, délaissée. Après, il y a eu un changement d'équipe dirigeante, de projet, il y a eu un influenceur YouTube qu'on a beaucoup parlé, et il y a eu une sorte de renouveau sur le titre avec des gros volumes acheteurs et une sortie ici de range par le haut. Donc elle est passée de d'aube à un peu moins d'aube. Il y a eu des spéculations fortes jusque fin 2022. Ensuite, les spéculations sont retombées. Mais voilà, elle a digéré, elle est revenue sur les 0,30, ancienne zone de résistance qui est devenue support. Elle a pris appui dessus et elle arrive à se réinstaller au-dessus des mêmes 200. Donc, objectivement parlant, c'était une bouse avant. Elle tente de se réinventer, la société, le management, les résultats. Et elle est au-dessus des mêmes 200. Donc voilà, je n'apprécie pas ce dossier pour autant. Je n'apprécie pas les petites valeurs sur lesquelles il y a des influenceurs qui poussent. Simplement, on m'a posé la question, on m'a dit tiens, tu peux regarder ce qui se passe là récemment sur le titre. Voilà, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait eu des gros volumes ici dans la remontée de mars. Elle est revenue s'installer au-dessus des mêmes 200. Elle est haussière quand on la regarde sur l'année écoulée. Elle est au-dessus des mêmes 200 sur laquelle elle vient de prendre un double appui. Donc pour ceux qui sont dedans, en fait, tant qu'elle est au-dessus des mêmes 200, tant qu'elle est au-dessus du seuil psychologique des 0,40, elle est haussière à moyen terme. Elle vient de casser une oblique baissière qui passait par ses tops et elle s'attaque à sa zone de résistance des 0,4650. C'est les plus hauts du mois de mars qu'elle est en train de tester actuellement. Si elle arrive à les effacer, eh bien, elle peut continuer de grimper, d'aller chercher les résistances suivantes à 0,50 voire plus. Voilà. Quand j'ai publié le graphique sur Twitter hier ou avant-hier, certains disaient alors tu considères plus que c'est une dope, tu la vois différemment, etc. Oui, début 2022, je la regardais, c'était une daube extrêmement baissière, maintenant c'est une daube un peu moins baissière. Puis c'est une daube soutenue par des actualités positives et aussi par des influenceurs. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je suis pas là pour en juger. Je suis juste là pour voir que pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont en position dessus, tant qu'on est au-dessus des 0,39, 0,40, c'est haussier à moyen terme. Ensuite, Clarsen.
Clarsen, là on est sur de la petite valeur, donc c'est small caps, peu liquide, donc faites attention. Je vous expliquais tout à l'heure la théorie du phénix. La théorie du phénix, c'est on a une valeur qui est fortement baissière, qui baisse parfois pendant des années, ici pendant 6 ans. On a un excès de pessimisme, on a une stabilisation des prix, et puis une sortie par le haut. Vous voyez ce qui est intéressant ici, sur Clarsen, c'est de voir en 2020 le retour des volumes, de la volatilité, la cassure de la MM200, elle s'est réinstallée au-dessus des MM200. Donc elle s'est mise à plat, neutre, dans un range, puis elle est sortie violemment de ce range, à 1,10 €. Donc elle a cassé sa résistance, elle s'est envolée à 4 €, donc elle a fait x4. Et on va dire qu'elle a mangé son pain dur pendant bien longtemps, pendant 1 an et demi. Et puis là, voilà, il y a de nouveau ce retour des volumes. Les volumes ne mentent pas en bourse. Il y avait une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts, elle l'a testée en février, ça n'est pas passé, puis elle est revenue passer en force derrière, ça c'est intéressant. Du coup, elle est de nouveau au-dessus des MM200, la MM200 est haussière, et voilà, j'avais tracé ce petit triangle, elle est dans une sorte de consolidation sous niveau clé. Vous pouvez voir qu'elle ne bute pas sous les 3,20 € par hasard. Les 3,20 €, ils ont été testés en novembre 2021, en mai 2022, en mars 2023, donc elle est sur zone clé. Quand on est sur une small cap qui est haussière mais qui est sous résistance clé, on regarde ce qui se passe sous cette résistance, on remonte ses stops de protection. On voit qu'ici, il y a une oblique qui passe par tous les plus bas et que le dernier support à avoir été testé, c'est la zone des 2,50. Donc peut-être qu'on peut remonter son stop sous les 2,50. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais dessus. Et puis si ça passe, on laisse courir. Si ça ne passe pas, on allège un peu la position. Ça, ce sont des théories du money management quand on traite sur des small et des mid cap. Ensuite, on peut regarder Serge Ferrari. J'avais pas vu que j'étais aussi long aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que je prends mon temps ou qu'il y a beaucoup de choses à dire. Serge Ferrari, elle était haussière en 2021, début 2022. Consolidation depuis 1 an et demi. J'aime bien en fait les réactions qu'elle fait à proximité des mêmes 200. Et maintenant, je surveille la cassure éventuelle des 15 €. À 15 €, il y a un niveau horizontal et il y a une oblique baissière. Si Serge Ferrari arrive à casser les 15 €, elle repasse haussière à moyen terme, elle repasse au-dessus de ses résistances et la MM200 repasserait légèrement haussière. Donc voilà, on peut voir qu'on a eu un temps fort, une consolidation, on est à plat, maintenant il faut casser de la résistance. Et puis ensuite SII, ça fait partie des rares valeurs qui se fichent d'un peu tout, qui se fichent du Covid, qui se fichent de la guerre en Ukraine, qui délivre de très bons résultats. Ça monte en silence. Ici, chaque trou d'air sous MM200 est mis à profit par les opérateurs. Est-ce qu'elle va y revenir une nouvelle fois comme elle l'a fait en avril? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la zone de support, elle est ici, entre 46 et 48 €. Et ça fait partie des rouleaux compresseurs, des valeurs haussières, en trend following, au-dessus des MM200, qualitatives. Et on peut voir que ça a une autre tronche que Téléperformance. On finit avec quelques valeurs étrangères. Leonardo. Donc Leonardo, ça me fait penser au canal haussier qu'on a vu tout à l'heure sur par exemple LVMH. Alors ici, c'est pas un canal haussier depuis 6 ans, c'est un canal haussier depuis 2 ans. Vous voyez ici Leonardo qui est dans un canal haussier avec la borne basse qui a été testée 3 fois, la borne haute qui a été testée 3 fois. On a approché de la borne haute à 12 €, on est en consolidation à plat. Il faut absolument tenir les 10 €. Si on casse les 10 €, il y a MM200 à 9 € et le bas de canal vers 8,50 €. Est-ce que Leonardo est attractive à ce prix-là? Pas vraiment, elle est au milieu de son canal haussier. À 12 €, 12,50 €, elle est chère. À 8,50 €, 9 €, elle n'est pas chère. Là, au cours actuel, elle se cherche. Ceux qui sont à l'achat dessus peuvent décider de mettre un stop. Ceux qui n'en ont pas peuvent peut-être patiemment attendre un repli plus important vers des zones de soutien clés. Ensuite, Alphen.
Alphen, elle est baissière depuis septembre 2022, donc ça fait 9 mois. À chaque fois qu'elle a tenté de redémarrer, elle s'est cassé la tête. Ici en novembre 2022, ici en février-mars 2023, ici en mai 2023. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à relancer sa dynamique. Elle fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Elle est revenue combler un gap ici datant de février 2022. Elle est non loin d'une zone de soutien. Il faut quand même se rendre compte, si vous voulez, du chemin réalisé par ce titre depuis 2019. Elle était à 10 euros en 2019, à 120 euros en 2022. Elle a fait x10. Donc, c'est pas la fin du monde. On peut voir qu'elle a fait un point bas ici à 50, un autre ici à 55, un autre ici à 60. Voilà, espérons qu'elle approche de cette zone de soutien majeure et qu'elle se retourne. Maintenant, faut-il l'acheter pile poil sur la zone de soutien ou faut-il attendre des signaux haussiers? Moi, me concernant, je préfère attendre des signaux haussiers. Vous avez une oblique ici qui passe par tous les plus hauts. 1, 2, 3, 4 tops. Pourquoi ne pas tout simplement attendre que le titre donne des signaux de renversement, casse des résistances, devienne aussi à court terme, soit recherché par les opérateurs pour suivre le mouvement? Tant qu'elle est baissière, on la laisse. Si elle repasse haussière à court terme et qu'elle casse son oblique de résistance, on s'intéresse au titre. Mais on arrête d'acheter dans la chute tous les 5 euros et de se faire du mal. Autre titre sur lequel beaucoup de gens se sont fait du mal, PayPal. Parce que, comme je le rappelais il y a quelques mois, quelques semaines, c'est pas parce qu'un titre est fortement baissier et qu'il latéralise qu'il va sortir par le haut de sa consolidation. Notez à quel point PayPal s'est tapé la tête contre MM200 ici. Et là, elle a tenté de passer MM200, elle est revenue dessous une semaine après, donc c'était un beau bull trap. Au final, voilà, c'est pas parce qu'un titre perd 90% qu'il va remonter. Elle était baissière, elle a stabilisé à plat, elle est sortie par le bas. PayPal avait créé un support ici vers 66-67, testé en juin 2022, testé en décembre 2022, elle l'a violemment cassé le 9 mai 2023, un peu comme Téléperformance qui est baissière, qui fait des plus bas de plus en plus bas. Je m'intéresserai à PayPal si elle casse ses 66 euros, si elle reprend le niveau de support qu'elle a cassé et sous lequel elle a accéléré. Tant que PayPal est sous les 66-67 euros, elle est baissière sur toutes les unités de temps et acheter un titre baissier ne m'intéresse pas puisque la probabilité de faire un gain sur un titre baissier est inférieure à la probabilité de faire un gain sur un titre haussier. Donc je préfère trouver des actions haussières, trouver des actions qui cassent des résistances, trouver des actions au-dessus des MM200 en trend following qu'acheter des couteaux qui tombent. Mais bien évidemment, je ne peux pas tout acheter à n'importe quel prix. On finira avec Nvidia. Nvidia qui a fait un run haussier magnifique entre 115 et 400. Elle a pratiquement fait x4 en l'espace de 6-7 mois. Oui, les résultats sont magnifiques. Oui, elle est fortement haussière et elle vient d'inscrire un plus haut historique. Mais elle laisse un gap de 30% sous ses pieds. Moi, je ne sais pas intervenir sur une valeur qui a un gap de 30% sous ses pieds. Je félicite tous ceux qui en ont acheté à la cassure des mêmes 200 ou tous ceux qui en ont acheté dans la reprise et qui ont bien vécu la dernière publication des résultats. Félicitations pour les gains réalisés, mais au cours actuel de 400 $, après un quadruplement des prix, le tout fondé sur la hype de l'intelligence artificielle, personnellement, je n'y touche pas. Voilà. Alors pour finir cette émission, je regarde un petit peu vos autres questions et commentaires. Quelqu'un me parlait d'Adienne tout à l'heure. Adienne, elle est complètement neutre. Voilà. Elle est coincée ici entre 1250 et 1650. La MM200 est légèrement baissière. Tant qu'elle est dans ce range, il n'y a rien à faire. Voilà. On attend la sortie par un côté ou l'autre. Quelqu'un me posait la question sur chargeur. Non. Sur chargeur, dont le code est CRI. Chargeur, elle est baissière, elle a tenté de s'installer au-dessus des MM200, elle n'a pas réussi, elle a chuté sous MM200 avec des volumes, pour l'instant, elle ne m'intéresse pas. Voilà.
Elle est au mieux neutre sur les derniers mois. Les cours sont sous MM200. Ça ne m'intéresse pas. Wrong Stock Pick dit Bessie profite bien mieux de l'effet Nvidia. Oui, il y a des valeurs qui profitent bien mieux. Trendboard dit LVMH lorgne un achat de Derichebourg. LVMH sur Derichebourg, j'ai du mal à concevoir cela. Krusty Channel dit au fait merci d'avoir parlé de Super Micro il y a 3 semaines, j'ai fait une grosse PV dessus. Effectivement, il y a 3 semaines, un mois, j'avais fait l'émission dans laquelle je vous avais parlé de Super Microcomputer. Je vous avais montré cette valeur parce que c'est une valeur américaine et qu'elle était ultra bullish. On aimerait bien avoir plus de valeurs comme ça sur le marché français. Voilà, valeur en trend following au-dessus des mêmes 200 qui s'envolait sur des volumes qui ne faisaient qu'augmenter. Et ici, la valeur a cassé son plus haut historique à 120 $. Elle a continué de grimper, puis elle a doublé en l'espace de quelques semaines. Malheureusement, on voit cela trop peu souvent sur le marché français. Bravo à vous si vous en avez profité. Zoz dit t'as trop d'affect sur Ubi. J'ai pas d'affect pour Ubi, je suis un gamer depuis 20 ans, je connais la société Ubisoft, je sais qu'elle a eu des déboires, qu'elle a eu des mauvais chiffres, je sais qu'il y a eu des affaires avec la direction, donc non, je suis pas amoureux d'Ubi. J'ai tout simplement quelqu'un qui a accepté de partager son analyse fondamentale très qualitative sur le titre Ubisoft pour montrer l'analyse que l'on peut faire d'une valeur qui peut-être a atteint un paroxysme de pessimisme. Akiza dit je profite de ce moment pour te remercier de tout ce que tu fais, merci beaucoup, j'apprends énormément de toi et ce que tu présentes. Bah écoutez, merci beaucoup, merci de vos merci. Est-ce que la mort du PDG de Cadana peut affecter le cours de bourse? Bah oui, généralement ça peut avoir des implications, à moins que la bourse pense qu'un changement de PDG puisse être une bonne chose. Alors ensuite, Vivien, bonjour, peux-tu jeter un coup d'œil à Veralia? Est-ce que le replay sera disponible sur YouTube? Oui, il sera disponible sur YouTube comme il l'est à chaque fois. Veralia, c'est pas joli. C'est pas joli. En fait, elle a inscrit un nouveau plus haut historique en février. Et ce que je disais quand on en a parlé en février-mars, c'est qu'elle était euphorique. On est passé de 20 à 40. On a fait un nouveau plus haut historique, mais ici avec des gaps, c'était un peu sale. J'aime pas quand ça accélère comme ça, que c'est pas propre. Et depuis, ça retombe en direction de la MM200. Voilà, c'est pour ça que j'achète pas ici sur une cassure forcée qui me semblait forcée en tous les cas. PayPal, j'en ai parlé il y a quelques instants. Alors, il y a d'autres questions qui portent sur les stratégies de long terme. Est-ce qu'il faut faire de la value, préférer les valeurs de croissance? Tout ça, c'est des choses que vous devez vous poser comme question, vous, et de voir ce qui vous convient à vous. Je ne peux que vous envoyer vers les podcasts que j'ai réalisés ces derniers temps. D'ailleurs, je suis en train de mettre à jour la page ressources de mon site, que vous ayez mes derniers podcasts et que vous puissiez les écouter. Alors, je regarde une petite dernière valeur pour faire plaisir à Damapi. Extreme Network. C'est pas mal. C'est pas mal, un peu erratique. Elle a une relation à sa MM200 qui est un peu particulière. Mais ici, on a eu un trou d'air sous MM200. Elle a regagné MM200. On a un support qui est très clair sur cette valeur qui a été testé à 2 reprises, c'est les 14,50 $. Il y a aussi quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle est pile poil sous une zone de résistance oblique. Si ça casse, ce serait joli, c'est qu'elle peut aller chercher ses records. Si elle casse MM200, c'est un premier signal mauvais, sous 17 $. Si elle casse les 14,60 $, c'est moche. Écoutez, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 1h30 que ça dure. Adienne, j'en ai parlé. Palantir, j'en ai pas parlé.
Palantir, contrairement à PayPal, elle s'est reprise et elle a passé MM200. Il y a des gros volumes qui sont dessus, donc il y a du mieux. C'est aussi à court terme, c'est spéculatif. Là-dessus, il faut tout simplement jongler avec ses stops de protection. Il y a un gap haussier qu'on arrive à tenir, on remonte le stop sous le gap. Elle casse son plus haut annuel, on remonte le stop sous le plus haut annuel. Elle fait une consolidation de court terme, on remonte le stop sous la consolidation. Et tant qu'elle continue de grimper, on se laisse porter le plus haut le plus longtemps possible. On va s'arrêter là. Ça fait 1h30 que l'émission dure. Je pense qu'on a fait un bon point sur les indices qui se cherchent, mis à part le Nasdaq qui est boosté par l'intelligence artificielle. Il ne se passe pas grand-chose en Europe. Ça consolide gentiment sur le CAC 40. On a vu qu'LVMH était haussière à très long terme, mais qu'elle était trop haute. On a vu qu'il ne fallait pas acheter de couteaux qui tombent comme Téléperformance. On a vu qu'il fallait éviter les valeurs baissières sous MM200. On a vu qu'il fallait attendre que les valeurs neutres donnent des signaux haussiers. Et je regarde une toute dernière valeur parce que quelqu'un me l'a demandé 3 fois. C'est Malibu Boat. Et sur Malibu Boat, j'ai pas grand chose à dire en fait. Elle se cherche. Elle se cherche, elle est complètement neutre, elle vivote autour des mêmes 200. Là-dessus, il est compliqué pour moi de faire une analyse parce qu'il n'y a rien à dire en fait. C'est très neutre. On voit quand même que sur les 2 ans et demi qui viennent de passer, c'est baissier. On voit que les cours sont sous une oblique baissière, on voit qu'ils sont sous MM200 qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Voilà, c'est... Si elle cassait les 60 $, qu'elle cassait son oblique baissière et son récent plus haut, ce serait joli. Au cours actuel, c'est neutre, il n'y a rien à dire. SAD, j'ai déjà parlé d'Adienne il y a quelques instants. Vous arrivez un peu tard, mais pareil, Adienne est neutre. Elle vivote autour des mêmes 200. Il n'y a rien à se mettre sous la dent là-dessus en fait. Est-ce que c'est la dynamique haussière de long terme, encore que, hein, elle a pris du plomb dans l'aile, mais est-ce que c'est la dynamique haussière de long terme de Adienne qui va permettre au titre de redémarrer? Ou est-ce que c'est la dynamique baissière en place depuis 2 ans qui va continuer de pressuriser le titre et le faire revenir vers ses plus bas? Je ne le sais pas, je ne suis pas magicien. Par contre, ce que je peux définir, ce sont des bornes d'intervention. Si elle revient vers sa zone de soutien et qu'elle la tient, je peux acheter sur le bas du range et spéculer avec un stop dessous. Si je suis un trend follower, que j'attends des signaux, que je veux une valeur en tendance haussière, j'attends qu'Adienne casse les 1625,30 et à ce moment-là, j'achète. Voilà. Voilà, merci à tous. Prochaine émission mardi dans 2 semaines. Donc lundi dans 2 semaines, je mettrai sur Twitter ma question de quelles actions voulez-vous parler. Vous me posez vos questions à ce moment-là, je note les actions, je prépare les graphiques et on les étudiera tous ensemble. Merci à tous ceux qui étaient en direct, merci à tous ceux qui regardent les vidéos enregistrées sur YouTube et les autres réseaux. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne semaine. Et je vous dis à mardi dans 2 semaines pour les marchés en live. Au revoir à tous.